Alors, cette période nous a donné de nouvelles manières de travailler, de nouveaux rythmes de travail, de nouveaux rapports entre les uns et les autres. Et on se demande aujourd'hui quelles doivent être les bonnes pratiques managériales pour arriver à faire tourner une équipe correctement avec tout ce qui arrive, les incertitudes, etc. Alors, je vais me tourner vers Vicky Audibert de Epsilon, et puis après on verra avec Fabrice Allégoët d'Osez vos droits. Alors, Vicky, quelles sont les pratiques managériales qu'il faudrait euh, adopter pour pouvoir faire tourner une équipe correctement, sans, sans exagérer l'anxiété qui est déjà naturelle de par les informations qu'on a toute la journée. Alors effectivement, hein, Jacques, vous avez raison, la crise sanitaire implique un vrai virage dans les modalités managériales. On ne manage pas une équipe en distanciel comme on manage une équipe sur place. Et pour ça, on sait très bien qu'effectivement, dans les pratiques managériales, certaines peuvent être préservantes du point de vue des risques psychosociaux ou d'autres facteurs aggravants d'anxiété ou de souffrance au travail. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se dire que manager à distance, ça implique vraiment de structurer trois choses. Le cadrage de l'activité à faire quand on est en distanciel, les temps de régulation où le manager est disponible et les points de contrôle aussi. Prévenir chaque collaborateur de ce sur quoi il est attendu et à quel moment on va venir contrôler son travail. Chez les pompiers, on a l'habitude de dire la confiance n'exclut pas le contrôle. Ben, c'est exactement ça. Ça peut être tout à fait préservant de venir contrôler un travail pour s'assurer que le collaborateur n'ait besoin de rien. Parce que le management, en premier lieu, c'est une ressource, c'est un appui à la réalisation de l'activité. Ça va également impliquer une certaine exemplarité managériale pour éviter toutes les dérives dont on a déjà pu parler avec Fabrice sur le droit à la déconnexion, sur l'équilibre des sphères de vie, sur la charge de travail ou la difficulté à couper cognitivement parlant de ses journées de travail et à bien faire la part des choses et à pouvoir se ressourcer. Et donc l'exemplarité managériale, ça démarre par le fait de ne pas soi-même envoyer par exemple des mails sur des horaires qui ne sont pas censés être les horaires de travail. Et ce, incluant les populations forfait jour. On entend bien qu'il y a des populations pour qui le décompte est horaire et d'autres pour lesquelles on parle de forfait jour. Néanmoins, on est bien d'accord pour se dire qu'il y a quand même des horaires au-delà desquels on n'est plus sur la sphère travail et qu'on serait complètement dans des dérives. Donc, l'exemplarité managériale, ça va passer par tout un tas de comportements qui vont non pas culpabiliser les collaborateurs de devoir se connecter, de devoir répondre, de devoir être réactifs, mais bien qui impliquent le fait que c'est OK de ne pas travailler sur les temps privés. Temps privés qui sont absolument incontournables pour l'équilibre en soi et la santé psychique. Aller bien sur sa sphère privée, comme on n'est pas cloisonné, c'est aller bien d'une façon générale. Donc on a tout intérêt à préserver aussi les espaces de temps libre de nos collaborateurs pour qu'eux l'utilisent à bon escient en termes de récupération énergétique. Alors, est-ce qu'on ne peut pas non plus composer, puisque ça, c'est sur les faits et sur la théorie, c'est formidable, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre l'exception de la mère de famille qui va arrêter de travailler à 4h30 parce qu'elle doit récupérer ses gosses à l'école et puis pouvoir recommencer à travailler une fois que le gamin est couché? Est-ce que là aussi, il n'y a pas des adaptations et on ne peut pas accepter, quand on est manager, qu'on aura la réponse à son mail, non pas entre 16h30 et 20h, mais après 20h, si le salarié a décidé que c'est ce moment-là qui fera partie de son temps de travail? Alors, vous avez raison. Moi, je dirais qu'il y a d'ailleurs trois mots qui sont importants. Le mot confiance, le mot déconnexion et le mot cercle privé ou vie privée, ou la locution même plutôt. Les managers, pour qu'ils soient responsables et exemplaires, faut-il qu'ils soient formés? Oui. Voilà. Et le problème aussi qu'on a en France, c'est qu'on a investi beaucoup de personnes en qualité de manager sans jamais les former au métier de management. Donc le management, ça ne se décrète pas, ça se construit par l'expérience, l'expertise, et ça s'enrichit aussi par le retour des personnes que l'on manage, qui vont nous signifier aussi
les points d'échauffement, les moments où ça n'est plus acceptable, où c'est insupportable, premièrement. Deuxièmement, la déconnexion, c'est un droit. Et le droit, il doit être à la fois vérifié dans son application et sanctionné lorsqu'il est entravé. Et on a des vrais soucis, c'est que normalement, les outils que l'on utilise professionnellement sont censés être faits pour nous obliger à nous déconnecter du fait qu'un manager, du coup, ne pourrait pas envoyer un mail à des heures indues à un salarié, l'obligeant à s'interroger 2 fois, est-ce que je dois répondre alors que j'ai fini ma journée ou est-ce que j'attends demain au risque qu'on me le reproche? Bon. Et puis, il y a la vie privée. L'intimité et la vie privée sont des choses essentielles. Alors, vous avez raison de dire que, notamment, ça aide à récupérer, à se ressourcer. Moi, je parle même de vie récréative après le travail, pour lâcher prise et s'adonner à des hobbies, s'adonner à des moments plutôt passionnels, où justement on se rebooste, hein, on remonte la jauge de ce qui nous a épuisé durant le travail, et on reverse ça dans le capital travail plus tard. Donc confiance, le manager ne l'aura que s'il comprend comment on manage, par du délégatif, par du pas trop contrôlant, même si le contrôle est intéressant, peut-être pas à la fin de la journée d'ailleurs. Hein. Non, On bien peut sûr. piloter à l'objectif sur la semaine, c'est beaucoup moins anxiogène que de piloter à l'objectif sur la journée. Quand on est à distance, on doit aussi se tenir à des moments d'échange limités, que ce soit par téléphone, par visio, par mail, pour éviter aussi l'infobésité et le côté déconnectant pour le coup, où je passe ma vie à répondre aux sollicitations externes, ce qui est extrêmement déstabilisant. Voilà. Donc apprendre à manager, faire confiance, respecter le droit à déconnexion et surtout avoir beaucoup d'égards à l'égard de la vie privée. Parce qu'on a quand même toute une génération de managers qui n'ont de manager que le nom et qui ne managent rien, sinon des tableurs Excel sur lesquels ils doivent mettre la pression sur des salariés pour arriver aux objectifs que l'étage du dessus lui a demandé de remplir. Oui. C'est aussi ça le problème. Oui, et on oublie bien souvent que quand on parle de management, on parle de compétences managériales. La compétence, par définition, c'est du domaine de l'acquis, contrairement à l'aptitude qui, elle, est du champ de l'inné. Ça veut dire que ça s'acquiert. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle parce que du coup, on peut apprendre à manager. On peut apprendre à mettre en place des schémas comportementaux qui appuient sur les bons leviers motivationnels et donc qui sont plutôt vecteurs de performance et de santé au travail. Un des écueils que l'on rencontre dans notre société actuelle et sur le territoire national, c'est le fait de ne pas avoir bien conscience que du coup, si on parle de compétences managériales, il faut acquérir un certain nombre d'éléments, de sujets, de maîtrise avant de pouvoir occuper un poste managérial. Et on se trompe dans ces champs de compétences. On va en général promouvoir un super technicien sur la base de ses compétences techniques à un poste manager. Et donc, en l'occurrence, on fait un amalgame analogique où on vise à dire que parce qu'il était un super technicien, ça va faire de lui un super manager. Un exemple que j'aime à donner quand je suis en formation, c'est de dire, prenons le cas d'une menuiserie, c'est pas parce que vous avez le meilleur ébéniste de votre atelier que ça fera de lui la meilleure personne pour organiser le travail, challenger, prioriser et motiver les troupes. Et ça fera pas non plus de lui le meilleur tuteur, par exemple, d'un apprenti qui rentrerait dans cet atelier. Ça veut bien dire que le champ de la compétence managériale, le champ de la compétence de l'expertise technique et celui de la pédagogie, ce sont 3 champs complètement indépendants. Et donc, arrêtons de faire un amalgame entre technicité et compétences managériales et de promouvoir les uns sur la base de la compétence technique. Est-ce qu'on peut imposer à un manager tel qu'il est aujourd'hui de manager, alors qu'en fait, on le cantonne à un rôle de reporting, de chiffres qui viennent des collaborateurs qui sont laissés et qu'il est supposé manager, mais qu'il n'a pas du tout le temps de faire, puisqu'il est pris par les tâches de reporting? Alors, bon, je ne sais pas si on est tout le temps pris par les tableaux de bord, mais c'est vrai qu'il y a un domaine du retour à l'envoyeur qui est assez systémique dans les entreprises. Cela étant dit, pourquoi les managers parfois se comportent comme des comptables du temps de travail et comptables de l'objectif? C'est parce qu'ils ne savent pas manager. En réalité, c'est ça. Et je pense que ce qu'il faut commencer à travailler, c'est à la fois un management de proximité. La manager, ce n'est pas dans son bureau, c'est aussi aux côtés de ses collaborateurs. Un management qui soit moins contrôlant et au contraire plus en phase avec les besoins des équipes pour apporter du conseil, du soutien moral, du soutien logistique. Et un management, c'est aussi un management où
on responsabilise. Et donc, il ne s'agit plus simplement de faire la comptabilité de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait, mais d'essayer de comprendre si ce qu'on a demandé à faire pouvait être fait selon les conditions que l'on a proposées. Voilà. Et de tirer les leçons des difficultés, non pas en culpabilisant, c'est-à-dire non pas en disant « vous avez échoué », nous n'avons pas réussi. Et ce « nous », ça inclut aussi, avec beaucoup d'humilité, le management. Voilà, donc le manager privé d'aller voir ses équipes parce que tenu à remplir des tableaux Excel, je crois que c'est un raccourci un peu malhabile. Alors, ça se vérifie dans quelques entreprises tout de même, et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que on ne leur laisse pas le temps de l'humain, parce qu'on peut être, je connais notamment une entreprise où on a chargé un directeur commercial de tellement de secteurs différents, qu'il a tellement d'individus différents qu'il ne sait même pas où ils sont. Parce qu'il en a trop sur des secteurs tellement différents, et il a uniquement des reportings à faire avec son directeur immédiatement au-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur une organisation tellement pyramidale Oui. que le manager intermédiaire n'est là que pour reporter et vérifier que les chiffres qu'on lui demande du dessus sont bien dans les bonnes C'est cases. plus un rapporteur à ce moment-là qu'un manager. Oui. Hein. Mais là encore, la question c'est qu'est-ce qui fait sens? N'en oublions pas que nous sommes quand même des êtres avec un minimum de jugeote et des fois on en oublie de se reconnecter à notre jugeote. On ne remplit pas des tableurs pour remplir des tableurs. La question c'est qu'est-ce que l'on va faire de ces données? Et si on repart bien de ce que l'on doit faire, de l'utilité de ces données, finalement on a peut-être un rapport plus rationnel à ces stratégies de reporting. Un manager, il doit piloter la performance et il doit également, de nos jours, piloter l'aspect psychosocial. On sait mettre en place des indicateurs sur un aspect performance, c'est-à-dire qu'on sait se dire si un projet est au vert, au vu de la deadline, au vu des qualités attendues derrière tout ça, si un projet au contraire est dans la zone orange parce qu'on commence à avoir du retard, ou alors si on est dans le rouge et on met en place des plans correctifs derrière. On doit pouvoir savoir le faire aussi sur l'aspect psychosocial. Et pour ça, il nous faut suivre aussi nos indicateurs et trouver quels sont nos signaux faibles. Et on ne suit pas un signal faible de la même manière en présence sur site et en télétravail, ça va de soi. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs que les managers pourraient avoir à suivre sans que ce soit des usines à gaz. Il vaut mieux 1 ou 2 indicateurs qui tiennent bien la route et que l'on suit ne serait-ce que par des bâtonnets sur un post-it pour savoir comment on régule derrière, plutôt que des tableurs à remplir sans cesse. Je vous donne un exemple. Dans le temps de travail, par exemple, si on était sur site, un des indicateurs que l'on pourrait suivre, c'est le nombre d'heures supplémentaires ou alors le déclaré ou bien le nombre d'heures constatées de nos collaborateurs sur site. Quand on sera en télétravail, on n'a pas en capacité d'observer les heures supplémentaires parce qu'on n'est pas là. Par contre, la question d'un mail qui arrive plus tardivement, ça peut être un bon indicateur. Mais un indicateur n'est pas une donnée à prendre en compte en soi. Ça nous indique, comme son nom l'indique, ça nous indique simplement le fait d'aller questionner quelque chose au bon moment, au bon endroit. Et là, je reviens sur votre exemple de la personne, de la maman ou du papa qui voudrait aller s'occuper de ses enfants et qui reprendrait la connexion plus tard parce qu'elle a breaké et qui enverrait un mail à 22h. Eh bien ça, si c'est un indicateur que je suis, ça doit faire tilt dans ma tête et je dois me dire qu'au premier mail envoyé à 22h, mon plan d'action correctif, c'est de me connecter et de demander à la personne dès le lendemain si tout va bien, est-ce qu'elle a eu un problème ou pas par rapport à son heure de connexion. Et si ce qu'elle vous explique, c'est qu'effectivement, en termes d'adaptation, elle a eu besoin plutôt de s'organiser autrement, c'est OK. Mais en tout cas, si je ne suis pas en alerte sur les bons signaux, que je ne suis pas au clair sur ce à quoi je dois faire attention, je ne peux pas être réactif et venir réajuster et me positionner comme une vraie ressource, une aide à l'activité et à la préservation de la santé au travail. Il faut juste... Ce qu'on vient de décrire, c'est un peu un management à la fois adaptatif, bienveillant. Parce que la flexibilité au travail, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui dans le rapport salarié-manager. L'exemple de cette dame qui décide à un moment donné de stopper son activité parce qu'il y a un besoin personnel et d'y revenir parce qu'il y a quand même besoin de finir quelque part la tâche qui lui a été confiée, c'est un exemple assez marginal aujourd'hui. Dans la vraie pratique, on va s'interdire de faire ça. On va trouver d'autres outils ou d'autres façons de travailler pour ne pas se voir reprocher d'avoir quitté prématurément
son poste de travail, quitte à ce qu'il se soit d'ailleurs à distance. On aura même peur qu'on nous reproche, qu'on nous ait vu à la sortie de l'école à 1 heure où on nous aurait davantage attendu derrière notre écran d'ordinateur. Il y a des gens qui vont rester ultra connectés d'ailleurs pour dire « Regardez, je suis bien tout le temps vissé devant l'ordinateur ». Donc c'est un exemple qui est effectivement très intéressant, mais il induit que le manager accepte cette flexibilité, l'intègre dans un dispositif organisationnel et que justement cette bienveillance dont on sait faire preuve parfois en tenant compte des besoins propres à une personne, notamment des besoins qui relèvent de sa vie privée, soit effective. Et Oui. malheureusement, beaucoup de managers, ceux qui justement remplissent des tableaux Excel, manquent beaucoup d'empathie. Il reste à espérer que cette période que nous avons connue et qui a changé les manières de travailler, vont changer aussi les manières de manager, les manières aussi de former les managers pour avoir une nouvelle relation du travail à l'intérieur entre la hiérarchie et les salariés. Merci beaucoup pour ces interventions, Vicky et Fabrice. Merci. Avec et puis plaisir. à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.